Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de l'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Ensemble, nous traversons la France à la découverte de paysages en pleine mutation. Le mois dernier, nous étions à Lyon pour explorer le quartier Confluence, un quartier qui se veut exemplaire en matière environnementale, mais qui ne l'est pas tant que ça. L'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Ce mois-ci, destination la Loire-Atlantique, à la découverte d'un méthaniseur, une installation qui transforme les déchets agricoles en énergie et fournit un complément de revenus aux agriculteurs qui l'utilisent. Sur le papier, cette nouvelle technologie a tout pour plaire, car en plus d'être écologique, c'est un projet économique viable, à l'heure de la flambée des prix de l'énergie. Mais qu'en est-il des faits ? Allons voir ça de plus près. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations opérées et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société. Je veux qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon et au-delà. Ces impressionnants dômes fleurissent aux 4 coins de France. Les méthaniseurs sont des installations industrielles qui transforment les déchets agricoles en un gaz utilisé comme source d'énergie. Écologie, circuit court, valorisation des déchets, voilà une manière concrète et vertueuse d'opérer une transition écologique tout en assurant de meilleurs revenus aux agriculteurs. Mais alors, si c'est aussi vertueux, pourquoi de nombreux projets de méthaniseurs voient se soulever des collectifs de riverains ? Pourquoi ces installations sont la cible de nombreuses critiques portant à la fois sur le modèle agricole et sur les risques qu'elles feraient porter à l'environnement ? Pour répondre à ces questions, nous voilà à la campagne, à Derval, commune située au nord de Nantes. À nos côtés, un universitaire a chaussé ses plus belles bottes pour visiter l'unité de méthanisation du coin, Alexandre Berthe, spécialiste de la question qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, ma première question, elle est simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nom, âge, profession, tout ça ? Oui, Alexandre Berthe, enseignant-chercheur à l'université Rennes 2 en sciences économiques. Et donc, je travaille notamment sur la transition agri-énergétique en France. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter le paysage qu'on a sous les yeux, s'il vous plaît ? Le paysage qu'on a sous les yeux, on voit à proximité l'unité de méthanisation, donc avec des dômes verts et gris qui sont de taille assez raisonnable, mais qui sont présentes quand même. Et puis on voit aussi les zones de stockage du digestat. Et au loin, on voit également les éoliennes. Donc on voit l'effet de la transition énergétique, évidemment, sur le territoire. Et puis que c'est le rural, quand même, qui apportera beaucoup des énergies de demain. Donc c'est ça qu'on peut voir aussi. Et voilà, et on voit également les champs et un peu de bois et de forêt au fond. Et aussi une ligne que je suppose électrique qui passe au milieu. Avant de nous lancer dans le vif du sujet avec l'étude de la méthanisation et de ses enjeux, laissons Marc Fougère, le responsable du méthaniseur de Derval, nous faire le tour du propriétaire. Je suis Marc Fougère et je travaille à la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et j'ai pour une partie de mon temps du temps de délégué pour m'occuper de la station de méta. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique et nous raconter un peu ce qu'on a sous les yeux, comment ce site a été pensé ? Alors ce site, il a été pensé il y a déjà bientôt une dizaine d'années. À l'origine, c'était la Chambre d'agriculture qui s'intéressait à la méthanisation ainsi que des agriculteurs voisins. Et donc on a réuni tout ce monde pour réfléchir à un projet, et donc on a mis en place ce projet avec plusieurs partenaires, la Chambre d'agriculture, des agriculteurs voisins, Suez, le conseil départemental via sa SEM, Société d'économie mixte, et le conseil régional via la SEM régionale. Et aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça fait 5 ans, je crois, que que l'unité existe. Aujourd'hui, quel bilan vous faites du fonctionnement de cette unité ? Alors, on a eu quelques soucis sur le moteur, mais depuis 2 ans, on peut dire que maintenant, ça fonctionne à peu près correctement, quoi. Ouais, bien sûr, il y a toujours des pannes, mais ça, c'est les lois. Alors, la méthanisation, comment ça fonctionne ? Nous sommes face à 2 grandes cuves de 1500 m3.
Ce sont les digesteurs. Là-dedans sont déposées des matières agricoles, lisiers, plantes diverses, et aussi des déchets produits par l'agro-industrie locale. Cet ensemble est chauffé à 40 degrés, ça macère et ça libère du gaz. Le principe, c'est qu'avec ces déchets, on fabrique donc du gaz, et ce gaz, qu'est-ce que vous en faites ? Alors comme nous on est en cogénération, le gaz il est directement brûlé dans un moteur qui entraîne une génératrice, et cette génératrice donc produit de l'électricité qui est revendue à EDF, et en plus chez nous on récupère la chaleur du moteur quand il fonctionne pour chauffer nos digesteurs et aussi chauffer la piscine et l'école d'agriculture de Derval. Et juste, quelle est cette machine là qui fait un peu de bruit ? Le moteur est enfermé, donc vous voyez là il tourne au maximum de sa puissance et on n'entend quasiment rien, quoi. On peut l'ouvrir si vous voulez voir comment c'est dedans. Pour les oreilles, c'est pas terrible. Oui, là on entend plus. C'est un gros machin. Ouais, c'est un moteur de 580 chevaux qui entraîne la génératrice. Et donc cette génératrice produit à peu près 450 kW par heure. Ça, c'est directement vendu. Le moteur, quand il fonctionne comme tout moteur, chauffe. Donc on le refroidit avec un liquide de refroidissement. Et pour refroidir ce liquide de refroidissement, eh bien, on envoie l'eau à 3 km dans le bourg de Derval. Et là, on chauffe la piscine et l'école d'agriculture. L'eau, c'est comme un gros circuit de radiateur ou un gros circuit de chauffage dans une maison. C'est exactement pareil. Quel est l'intérêt des agriculteurs, de vos actionnaires et des gens qui vous amènent des déchets ? Qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Alors, ceux qui nous amènent des déchets, c'est une façon de recycler proprement leurs déchets. Et pour les agriculteurs, eh bien, l'intérêt, c'est qu'ils apportent leur fumier et leur lisier et ils vont récupérer du digesta, qui est un élément très fertilisant, très intéressant à utiliser en fertilisation pour les cultures, aussi bien le blé, le maïs que les prairies. Toutes les cultures peuvent en recevoir. Et ça remplace les intrants ou... Ça remplace de l'engrais chimique, oui. Très clairement, sur la ferme de Derval, là, on a utilisé une partie du digesta sur blé. Et on a fait l'année dernière pas loin de 90 quintaux et on avait mis 40 unités d'ammonitrate, quoi, engrais chimique, alors que d'habitude on met plutôt 150, quoi. Donc un méthaniseur, ça permet de fabriquer du gaz qui est ensuite utilisé pour produire de l'énergie, électricité et chaleur. Et avec les déchets digérés par la machine, on fabrique aussi du digesta, que les agriculteurs du coin utilisent comme fertilisant à la place des engrais chimiques. Forte de ses atouts, la méthanisation est en train de s'intégrer dans le modèle agricole. Mais c'est long et c'est lent. Alors même que l'idée de transformer la matière organique en énergie ne date pas d'hier, comme nous le prouve ce reportage de l'ORTF de 1974. Ce Chantecler vosgien annonce sinon la victoire, du moins la revanche du fumier sur l'or noir, ou plus exactement la revanche du gaz méthane provenant de la fermentation du purin. Depuis près d'un quart de siècle, M. André Chapuis de Xertigny utilise cet original combustible tant pour faire sa cuisine que pour chauffer son logement. Il envisage aussi de raccorder prochainement à ce gaz de fumier un chauffe-eau de salle de bain. La matière première provient de la litière d'une vingtaine de vaches. Oui. Alors depuis 20 ans, vous faites votre cuisine, vous faites votre chauffage à partir du gaz du fumier. Oui. Ça vous coûte absolument rien. Non, ça ne me coûte rien. Juste le travail de remplir les cuves et de les vider, mais c'est pas formidable. Et sur le plan de la culture, c'est encore un autre avantage. Ah ben oui, le fumier, il augmente d'un tiers de sa valeur. C'est-à-dire que l'azote ne s'échappe absolument plus, là. Ben oui. Ça fait un engrais concentré. Oui. J'aime autant mon gaz parce qu'il a un avantage qui n'a, pour ainsi dire, pas de risque d'explosion. Il n'est pas toxique. Vous pouvez respirer le gaz tant que vous voudrez. Vous n'avez pas de risque d'empoisonnement. Et aujourd'hui alors, on en est où exactement ? Alors le déploiement de la méthanisation, il faut se rendre compte que c'est une filière très récente. Il y avait quelques unités il y a très longtemps, parce qu'en fait, c'est juste la maîtrise d'un procédé biologique qui se passe tout le temps. C'est-à-dire quand la matière se dégrade, elle produit du CH4. Et donc là, c'est juste l'idée de récupérer CH4. Donc il y avait des unités assez anciennes qui pouvaient exister, mais elles se déploient uniquement depuis les années 2000, voire 2010. Au début, autour de la cogénération, comme on a ici, c'est-à-dire transformer du CH4, enfin du biogaz,
en chaleur et puis en électricité. Donc là, ça permet d'avoir de l'électricité verte locale. Et puis l'autre possibilité, c'est de réutiliser le gaz pour le purifier et de le remettre sur le réseau. Et ça, on en est au milieu du déploiement, c'est-à-dire dans les début des années 2010, il y avait quelques unités. Là, on en est à plus de 1000 unités en France déployées, et il faudrait bien sûr massifier, passer à 5000 peut-être pour avoir quelque chose de cohérent. En quoi passer à 5000 unités permettrait d'être cohérent ? Quel est l'objectif de développement des méthaniseurs ? Ça se développe énormément face à la nécessité de sortir en partie des énergies fossiles. Donc on était beaucoup dépendant du pétrole, du gaz, du charbon notamment, qu'on exploite depuis plusieurs siècles maintenant. Et donc l'idée, c'est de retourner à des énergies qu'on pourrait qualifier de renouvelables, qu'on utilisait avant la révolution industrielle, puisque c'était quand même la biomasse qui fournissait en grande partie les énergies. La biomasse, c'est l'ensemble des matières organiques pouvant servir de source d'énergie. On pense au bois, aux végétaux, mais aussi aux déchets agricoles dans le cadre de la méthanisation. Et la biomasse, c'est à la campagne qu'on la trouve. Alors, est-ce que la ruralité nous permettra d'opérer la transition énergétique ? Et ça, bien sûr, ça se fait beaucoup sur nos territoires ruraux, parce que c'est là où il y a du foncier pour pouvoir mettre en place des énergies pour capter le vent ou capter l'énergie solaire. Et puis c'est aussi ici qu'il y a la matière organique qui peut être mobilisée pour produire de l'énergie, notamment du gaz comme on a ici. Matière organique qui peut être issue des déchets, donc dont on ne servait pas en agriculture auparavement pour ça, qu'on épandait directement. Donc dans ce cas-là, on pourrait qualifier ça d'économie circulaire. On met une étape supplémentaire à la production. Et puis aussi, parfois, utiliser directement ce qu'on fait un peu moins en France, mais d'utiliser directement les cultures avec la possibilité de faire des agrocarburants ou même de mettre des cultures dans les unités de méthanisation, ce qui existe un peu plus dans certains territoires de grandes cultures en France. Et l'enjeu aujourd'hui commence à être aussi sur les biodéchets disponibles. Donc il peut avoir, chose qui n'existait pas il y a quelques années, des débuts de concurrence territoriale pour avoir les déchets agricoles. Sachant que les déchets agricoles peuvent être utilisés par l'énergie, mais aussi de plus en plus on pense qu'elles peuvent être utiles pour produire des molécules nouvelles qu'on produisait de manière industrielle par la chimie avant, essayer de les obtenir comme ça. Et donc les filières vont se complexifier. Et donc, peut-être qu'il y a quelques années, ici, il y avait des matières qu'on donnait et qui deviennent payantes petit à petit. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur cette unité, mais c'est le cas dans d'autres endroits où ils récupéraient des déchets, les personnes n'en voulaient plus. Puis maintenant, on leur dit, non, il va falloir nous payer pour les avoir parce qu'on a plusieurs filières potentielles de valorisation. Et du coup, aujourd'hui, ce type d'unité ou ce type de valorisation des déchets agricoles et de circuits courts pour fabriquer de l'énergie, etc., est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu indispensable dans des projections économiques de ce qu'est une exploitation agricole ? Pas nécessairement. Après, ils ont la nécessité souvent de diversifier leurs revenus, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ne vivent plus uniquement de la vente des produits alimentaires destinés à l'alimentation. Donc c'est plutôt ça le tournant, passer d'une agriculture uniquement pour l'alimentation humaine à une diversité de production, et puis aussi avec ce type d'unité. Et donc il y a la question qu'on passe d'un gaz fossile à un gaz qu'on pourrait qualifier de vert, puisque là il provient d'un cycle court et on n'est pas en train de l'extraire, donc on ne va pas émettre massivement, si c'est bien fait, de gaz à effet de serre. Et pour l'instant, la méthanisation est une des seules filières à être capable de fournir du gaz vert au niveau français. Et on a un objectif au niveau national de 10% de gaz vert dans le gaz total d'ici 2030. Produire de la nourriture, de l'électricité, du gaz, de la chaleur, cela commence à faire beaucoup d'injonctions pour les agriculteurs, alors même que le secteur est en crise. Il subit de plein fouet les nouvelles contraintes liées au dérèglement climatique et a bien du mal à supporter les contraintes du système économique mondial, prônant la concurrence débridée, la productivité et la rentabilité. Alors est-ce tenable d'en demander autant aux agriculteurs ? Aujourd'hui, on leur demande de changer. C'est vrai qu'on leur demande de faire plus en termes d'économie circulaire, en termes d'écologique, etc. C'est tenable, c'est compliqué. On sait qu'il y a aussi beaucoup de disparitions d'exploitations agricoles. Donc les exploitations agricoles deviennent de plus en plus grandes. Donc c'est vrai qu'on est de plus en plus sur quelqu'un qui ressemble à une sorte d'entrepreneur du rural. Ce que François Purseigle appelle le passage de la ferme à la firme. La difficulté, c'est que oui, on perd derrière notre agriculture paysanne qui, elle, peut peut-être pas suivre tous ces gains de productivité qui peuvent exister dans des fermes plus grandes. Donc ça peut être une problématique forte de dire si on veut garder une agriculture paysanne, il faut veiller à ce qu'elle puisse elle aussi être rentable sur des fonctionnements plus simples et qui ne recherchent pas tout le temps l'efficacité économique derrière.
La question qui peut se poser sur ça, c'est justement de se dire, est-ce qu'au final, les choix agricoles qui vont être faits par l'exploitant ne vont pas être associés à la façon dont il produit l'énergie, parce que c'est ça qui lui donne le plus d'argent. Il y a quelques années, il y a un agriculteur qui nous avait dit, moi en ce moment, si le lait, je pouvais le mettre dans l'unité de méthanisation, je le ferais. Donc vous voyez qu'il faut faire attention quand même à toutes ces dimensions de conflits qu'il peut y avoir entre production alimentaire pour les animaux, production alimentaire pour les humains et puis production d'énergie. Et ça, c'est vrai que ça peut rentrer en conflit, mais ça dépend vraiment du modèle économique et des choix qui sont faits pour l'unité de méthanisation. Donc, est-ce que l'unité de méthanisation, c'est de l'économie circulaire? Oui, si on utilise principalement les déchets. Et puis, si on n'essaye pas d'augmenter la quantité de déchets pour pouvoir nourrir l'unité de méthanisation. Produire plus pour gagner plus? Le risque de cette logique, c'est d'aboutir à des méthaniseurs de taille XXL, avec les conséquences que cela implique en termes de nuisances. Les riverains de ces projets industriels d'envergure ne s'y trompent pas. À chaque fois qu'un méga méthaniseur sort de terre, des collectifs de citoyens se mobilisent. Comme pour ce projet en Côte d'Or, l'un des plus gros du pays, que certains considèrent comme une aberration écologique. Dans les rues du petit village de Sérilly, une centaine de manifestants défilent pour dire non au futur méthaniseur. On est pour la méthanisation à petite échelle, du recyclage de déchets et pas pour ce projet complètement fou et qui est uniquement dans une logique de business. Alors que les premiers coups de pelle ont déjà été donnés, le futur méthaniseur de Sérilly sera l'un des plus gros d'Europe. La future usine sera alimentée par 5000 hectares de seigle fourragé destinés exclusivement à la production de biogaz, une aberration pour les opposants. Des accusations contestées par Dijon Céréales à l'initiative du projet. Selon son directeur, le méthaniseur sera bénéfique pour l'environnement mais aussi pour les agriculteurs. Il permettra notamment de valoriser les cultures de seigle qui jusqu'à présent n'étaient pas récoltées. Ce qu'on propose à un collectif de 150 exploitations, c'est de récolter cette culture intermédiaire, de la transformer en gaz, on paye la récolte aux agriculteurs, et ensuite de produire du digesta, qui est un engrais vert, en lieu et place des engrais chimiques, qui retournent à la parcelle. Donc c'est extrêmement vertueux pour l'environnement. Des projets gigantesques comme celui de Sérilly, il en pullule un peu partout à travers le territoire. Mais leur démesure et le débat enflammé que leur existence provoque ne doit pas masquer le fait que derrière ce terme, méthanisation, se cache une diversité de situations. Selon le réseau des chambres d'agriculture, il existait en 2022 plus de 1400 sites de méthanisation en France, dont 805 utilisaient de la biomasse agricole. Alors, pour ou contre la méthanisation ? La question est un peu superflue, comme nous l'explique l'économiste Alexandre Berge. Je suis pour ou contre la méthanisation, c'est quelque chose qui est très flou, parce que c'est une diversité très grande de types d'unités. C'est-à-dire ça peut aller d'une simple couverture d'une fosse pour récupérer, c'était une fosse qui était déjà présente, qui libérait du CH4, qui est très polluant en termes de changement climatique. On récupère le CH4, on le brûle en local, ça chauffe le bâtiment d'à côté et c'est tout. Et ça, c'est des investissements en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. À côté, il peut y avoir des investissements de 10, 20 millions d'euros, et donc ça, c'est très différent. Et c'est aussi le cas d'un point de vue écologique. Il suffit d'une toute petite fuite de CH4 sur une unité de méthane pour que cela ne devienne plus écologique, pour que ça renverse le bilan carbone de l'unité, qui est nécessairement positif si ça fonctionne bien, puisqu'on utilise du carbone qui a été stocké ici pour le revaloriser, alors que sinon on aurait extrait des gaz fossiles. Donc dans ce cas-là, c'est très positif, mais ça peut vite devenir non positif si on ne fait pas la sécurité, si on ne s'assure pas qu'il n'y ait pas de fuite aussi de digesta, par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir des contaminations majeure des rivières liées à une unité de méthanisation. Depuis une semaine, les poissons morts s'accumulent sur les bords de la Sormonne. Cette rivière qui se jette dans la Meuse est polluée. À l'origine de ce problème, une erreur humaine survenue sur le GAEC du Pré des Rois. Xavier Dumaine et son frère y ont mis en place une méthanisation avec le fumier et le lisier de leur élevage. La pollution est due au digesta, le liquide résultant de la méthanisation. Un digesta que l'exploitant partait épandre dans son champ. J'ai laissé une vanne ouverte et l'autre couler un filet. Et je suis parti épandre en me disant que je reviens 20 minutes plus tard, je finis de remplir ma fosse et je la ferme. Mais le problème, je suis tombé en panne dans les champs et donc je suis revenu plus de trop tard, quoi. L'exploitant estime que 20 à 25 000 litres de digesta sont partis dans la rivière.
Une enquête a été ouverte par l'Office français de la biodiversité. Le pollueur risque 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Il y a donc plusieurs risques associés au méthaniseur. Un risque écologique, si le méthaniseur n'est pas correctement utilisé, contrôlé, vérifié. Et puis un risque économique, qui est de substituer l'activité agricole classique, nourrir les hommes et les bêtes, à une activité plus rentable, la production d'énergie. Pour limiter ces risques, il faut réussir à trouver un équilibre. D'un côté, il faut préserver une agriculture alimentaire qui fonctionne pour nos territoires. Et de l'autre côté, il faut monter en gamme assez vite autour de ce qu'on pourrait appeler une transition rapide. Et puis souvent, ce qu'on rajoute, du coup, c'est transition rapide et juste de la production d'énergie en France. Parce qu'il faut à la fois les deux. Il faut se rendre compte qu'il faut que ce soit juste pour nos territoires, mais il faut dans le même temps que ça soit rapide. Parce que la montée en gamme, on ne peut pas se permettre qu'elle prenne 30, 40, 50 ans. Dans 10 ans, il faut qu'on ait augmenté nos capacités de production. Et ça, c'est vrai qu'il y a des acteurs industriels qui savent très bien le faire, augmenter les capacités de production, mais peut-être pas avec ce qui sera le plus gagnant d'un point de vue écologique, territorial, mais uniquement là d'un point de vue économique. Puis sur l'énergie, il ne faut pas oublier de toute façon que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'enjeu de sobriété. Donc les unités de méthanisation sont intéressantes dans le mix énergétique français de demain, mais dans un contexte où la sobriété énergétique aurait été massive. Sinon, elles seront qu'une énergie qui s'ajoutera aux autres, sans nous permettre une transition vers un changement climatique limité. Il est temps maintenant de conclure cet épisode et cette série tout entière. Ensemble, en parcourant les régions françaises, nous avons pu constater que le dérèglement climatique a un impact sur nos paysages. À la campagne ou en ville, l'homme s'adapte et modifie son environnement pour prévoir l'avenir. Cette adaptation comporte des risques et soulève des paradoxes. Une décision prise en faveur de la transition a presque toujours un coût environnemental. Il y a souvent des gênes, des nuisances, des imprévus, parfois même des pollutions. Il se pose aussi des questions économiques, car notre modèle est profondément remis en question par les enjeux environnementaux. Et des questions sociales aussi, car le changement climatique accentue et accélère les fractures de la société. Ces questions sont complexes, polémiques, elles déchaînent les passions. Mais elles sont essentielles et nous allons devoir collectivement y répondre. C'est notre horizon. L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, réalisation Lucas Vibo.